J'étais dans mon bureau de Londres lorsque le texto de maman est arrivé, à 15h47, heure de Greenwich, le 29 décembre. Dehors, à travers mes baies vitrées, la Tamise reflétait le ciel gris de l'hiver. À l'intérieur, mes 3 moniteurs affichaient des données en temps réel provenant d'usines de fabrication réparties dans 17 pays. Le texto était long. Maman y avait manifestement bien réfléchi. Ma chérie, à propos du réveillon du Nouvel An au domaine de l'oncle Richard. Il a invité des gens très importants, des capital risqueurs, des gérants de fonds spéculatifs, quelques milliardaires de son club de yacht. Ce sera assez formel, et de très haut niveau. Je pense que tu te sentirais mal à l'aise. Peut-être que tu devrais sauter cette fois-ci. On pourra déjeuner, juste nous deux, en janvier. Je t'aime, je l'ai lu 2 fois. Puis, j'ai posé mon téléphone et je suis retourné au rapport d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement que j'étais en train d'examiner. L'efficacité de l'usine en Indonésie avait augmenté de 23% d'un trimestre à l'autre. Excellent. Mon assistant, James, a frappé à ma porte. Mademoiselle Chen, l'interview pour Automotive Week est dans 10 minutes. Ils sont installés dans la salle de conférence. Merci, James. Aussi, pouvez-vous me confirmer mon emploi du temps pour le jour de l'an? Je rentre à Seattle ce soir. Votre atterrissage est prévu à Seattle-Tacoma à 23h47, heure locale, le 31. Un service de voiture est organisé. Vous avez le jour de l'an de congé. Votre premier jour de congé en 47 jours, si je puis me permettre. Parfait. Je n'ai pas répondu au texto de maman. Ma famille a toujours été impressionnée par les mauvaises choses. Oncle Richard avait fait fortune dans l'immobilier commercial, des centres commerciaux, des parcs de bureaux, des complexes d'appartements. Sa fortune s'élevait peut-être à 380 millions d'euros, et il ne laissait personne l'oublier. Sa maison était une monstruosité de plus de 1100 mètres carrés à Bellevue, avec un garage pour 6 voitures exposant des véhicules qu'il conduisait à peine. Ses 3 enfants, mes cousins Trevor, Vanessa et Blake, avaient grandi avec des fonds fiduciaires, des écoles privées, et des résidences d'été à Aspen. Maman et papa étaient aisés, mais pas riches. Papa était ingénieur civil, maman était conseillère d'orientation au lycée. Ils nous avaient offert, à mon frère Jason et à moi, une bonne éducation de classe moyenne dans une jolie banlieue de Seattle. Mais la richesse de l'oncle Richard créait une attraction gravitationnelle dans la famille, chaque fête dans son domaine, chaque grande célébration à son club de yacht. Chaque conversation revenait, d'une manière ou d'une autre, à la dernière acquisition ou au dernier investissement de Richard. Jason s'intégrait parfaitement. Il s'était lancé dans la vente de technologie, gagnait bien sa vie, avait acheté une Tesla, portait des costumes chers, et parlait avec assurance des tendances du marché qu'il comprenait à peine. Oncle Richard l'adorait. Voilà un jeune homme qui a de l'ambition, disait-il en lui tapant sur l'épaule. Moi, j'étais différente. J'étais calme. J'avais étudié l'ingénierie à l'université de Washington, au lieu du commerce dans une université de l'Ivy League. Après mon diplôme, j'ai pris un poste chez un petit fabricant de pièces automobiles à Kent, dont personne n'avait entendu parler. Salaire annuel, 54 000 euros. L'ingénierie, avait dit l'oncle Richard quand je le lui avais annoncé. C'est un travail technique. Tu ne veux pas faire quelque chose de plus stratégique? J'aime résoudre les problèmes, avais-je répondu. Eh bien, il y a certainement des problèmes à résoudre dans la fabrication. Il avait souri de cette manière condescendante que les gens adoptent quand ils pensent que vous gâchez votre potentiel. Fais juste attention à ne pas rester coincé à l'usine toute ta carrière. Pendant les 12 années suivantes, j'ai été la parente pauvre de la famille. Au dîner de Thanksgiving, l'oncle Richard tenait le beau rôle avec les récits de ses derniers développements. Jason parlait de ses quotas de vente. Vanessa, qui travaillait dans l'entreprise de son père à un poste vague de gestion immobilière, décrivait ses vacances à Bali. Et toi, Maya, demandait maman, d'un ton à la fois obligé et doux. Le travail se passe bien. Nous avons amélioré notre taux de défaut de 11% le trimestre dernier. Silence. Puis quelqu'un changeait de sujet. Il ne savait pas que j'avais été promue directrice des opérations à 27 ans, puis directrice de la fabrication à 29 ans, et enfin vice-présidente des opérations à 31 ans. Ils ne le savaient pas, parce que je ne leur ai jamais dit, et qu'ils n'ont jamais demandé. Quand j'ai eu 33 ans, j'ai reçu un appel d'une société de capital investissement. Ils voulaient acheter l'entreprise de pièces automobiles où je travaillais.
Le propriétaire, un brillant ingénieur nommé Tom Chin, qui était devenu mon mentor, était prêt à prendre sa retraite. Ils offrent 247 millions d'euros, m'a dit Tom autour d'un café. L'entreprise vaut plus, mais je suis fatigué. Je veux vendre. Que adviendra-t-il des employés, ai-je immédiatement demandé. Ça dépendra des acheteurs. Probablement des licenciements. Une consolidation. C'est comme ça que ça se passe. J'ai passé la nuit à faire des calculs, à regarder mes économies 340 000 euros accumulées en 12 ans de vie modeste et d'investissements agressifs et à analyser la valeur réelle de l'entreprise, basée sur nos contrats, nos brevets, et notre trajectoire de croissance. L'entreprise ne valait pas 247 millions d'euros. Elle en valait au minimum 380 millions, voire 500 millions si nous nous étendions aux composants pour véhicules électriques, ce que je préconisais, mais ce à quoi Tom avait résisté. Laissez-moi la racheter, ai-je dit à Tom le lendemain matin. Il a ri. Maya, tu n'as pas 247 millions d'euros. Je peux les trouver. Il a cessé de rire. J'ai passé 3 semaines à monter le dossier le plus agressif de ma vie. J'ai contacté des consortiums de fabrication en Asie. J'ai trouvé un prêteur spécialisé qui comprenait les chaînes d'approvisionnement automobile. J'ai structuré un rachat par effet de levier qui m'obligeait à mettre en garantie chaque centime que je possédais, et à contracter une dette de 223 millions d'euros. Sur le papier, c'était de la folie, mais je connaissais la valeur réelle de l'entreprise. Je savais que le marché des véhicules électriques était sur le point d'exploser. Je savais que je pouvais tripler les revenus en 5 ans. Tom m'a vendu l'entreprise pour 247 millions d'euros. J'en ai pris le contrôle avec 340 000 euros de mon propre argent, et une dette terrifiante. Ma famille n'en savait rien. Maya est toujours dans cette boîte de pièces auto, disait maman aux proches. Elle s'en sort bien. Elle a un poste de direction, je crois. J'ai rebaptisé l'entreprise Zenith Automotive System. Puis, je me suis mise au travail. D'abord, je n'ai licencié personne. Toutes les sociétés de capital investissement qui avaient fait une offre prévoyaient de supprimer 30 à 40% du personnel. J'ai gardé tout le monde, et je leur ai dit exactement ce que nous allions faire, devenir le premier fournisseur de composants pour véhicules électriques en Amérique du Nord. J'ai repositionné toute notre stratégie de fabrication. Nous fabriquions déjà des pièces de précision pour les véhicules traditionnels, j'ai modernisé 3 usines pour produire des boîtiers de batterie pour véhicules électriques, des systèmes de gestion thermique, et des composants électroniques de puissance. J'ai débauché les meilleurs ingénieurs de chez Tesla et Rivian. J'ai investi 47 millions d'euros de l'argent emprunté qui m'empêchait de dormir en recherche et développement. La première année, je me suis versé un salaire de 68 000 euros, tout en remboursant une dette de 223 millions. Je vivais dans le même petit appartement que j'avais depuis des années. Je conduisais une Honda vieille de 10 ans. Ma famille supposait que j'étais toujours une simple employée. La deuxième année, nous avons décroché notre premier grand contrat pour des véhicules électriques, 89 millions d'euros sur 3 ans avec un nouveau fabricant de camions électriques. Les revenus ont bondi de 34%. J'ai commencé à rembourser la dette plus vite que prévu. La troisième année, Ford est devenu client. Puis GM. Puis 3 entreprises chinoises de véhicules électriques s'implantant en Amérique du Nord. Revenus, 347 millions d'euros. Valorisation de l'entreprise, 680 millions. Ma participation, 73%. Je me suis versé 120 000 euros. Toujours dans le même appartement. Toujours avec la Honda. La 4e année, nous avons acquis 2 concurrents plus petits. Nous avions maintenant des usines dans cet état, plus le Mexique. Revenus, 624 millions. Valorisation, 1,2 milliard. Ma participation valait environ 876 millions. J'ai acheté une maison modeste à Madison Park. Jolie, mais pas ostentatoire. 3 chambres, 220 mètres carrés. Vue sur l'eau. 1,8 million. J'ai payé comptant pour éviter un prêt immobilier, mais j'ai dit à ma famille que j'étais locataire. La 5e année, nous sommes entrés en bourse. L'introduction a été fixée à 34 euros par action, valorisant Zenith Automotive à 2,8 milliards. Ma participation, après dilution, était de 51,7%, soit 1,447 milliards. Forbes a qualifié cela de l'introduction en bourse la plus discrète de la décennie ayant créé un milliardaire. Bloomberg m'a ajouté à son indice des milliardaires,
au rang 1247. J'avais 38 ans. Je conduisais toujours la Honda. Au dîner de famille, la conversation restait inchangée. Trevor vient de conclure une affaire de développement de 50 millions d'euros, annonçait l'oncle Richard à Pâques. C'est mon garçon. Jason a atteint 140% de son quota cette année, disait papa fièrement. Meilleur vendeur de sa région. Et toi, Maya, demandait maman. Occupée au travail. Nous augmentons notre capacité de production. Toujours dans cette entreprise de pièces, demandait l'oncle Richard. Tu sais, la société de Trevor cherche des gestionnaires immobiliers. Il n'est pas trop tard pour te reconvertir dans l'immobilier. Ça rapporte beaucoup mieux que la fabrication. Je suis heureuse où je suis. Eh bien, c'est ce qui compte, je suppose. Il s'est retourné vers Trevor. Raconte à tout le monde le projet de condo de luxe en centre-ville. Il n'avait aucune idée que ma fortune dépassait la leur, combinée. Le 20 décembre, l'oncle Richard a envoyé un texto groupé à la famille, grande fête du Nouvel An au domaine cette année. On sort le grand jeu tenu de soirée exigé. Ça va être la soirée de l'année. Maman m'a appelé ce soir-là. Tu viens à la fête de l'oncle Richard? Je suis à Londres jusqu'au 31, mais je pourrais probablement venir. Oh. Eh bien, en fait, ma chérie, ce serait peut-être mieux que tu ne viennes pas. Pourquoi? Richard a invité des gens de très haut niveau, des milliardaires de son club de yacht, des gens du capital risque, quelques PDG de la tech. Ce sera très. Tu sais. Non, je ne sais pas des biens, la conversation tournera autour des grosses affaires et des investissements, et tu pourrais te sentir mal à l'aise. Tu sais comment est Richard avec ses amis riches. Beaucoup de discussions sur l'argent et le succès. Je ne veux tout simplement pas que tu te sentes mal à l'aise. J'étais littéralement en train d'examiner une acquisition de 340 millions d'euros pendant qu'elle disait cela. Sur mon écran, les documents de diligence raisonnable pour un fournisseur automobile allemand que nous achetions pour nous étendre sur le marché européen. Je vois, ai-je dit. Ce n'est pas que nous ne voulons pas de toi, a poursuivi rapidement maman. C'est juste que. Jason sera là avec sa nouvelle petite amie qui travaille dans le capital risque. Trevor et Vanessa auront leurs amis qui ont réussi. Blake vient d'être promu associé dans son cabinet d'avocat. Tout le monde parlera d'argent et d'affaires, et... Tu sais, ton travail est important, mais c'est simplement différent de ce que font ces gens. Différent? Tu travailles si dur, ma chérie. Tu es si doué dans ce que tu fais. Mais cette foule. Ils sont juste à un autre niveau financièrement. Je ne veux pas que tu passes le réveillon à te sentir inférieur. Pourquoi ne pas déjeuner le 2 janvier à la place? Juste toi et moi. J'ai regardé mon terminal Bloomberg. L'action de Zenith Automotive avait clôturé à 67,34 €, en hausse de 3,2% suite à la nouvelle de notre acquisition allemande. Ma fortune nette avait augmenté de 43 millions d'euros ce jour-là. Bien sûr, maman. Allons déjeuner. Oh, super. Je suis si contente que tu comprennes, ma chérie. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau de Londres un long moment, à regarder les lumières de la ville se refléter sur la Tamise. Puis j'ai appelé James. Changement de programme. Je veux arriver à Seattle avant 18 h le 31 décembre, pas à minuit. Et j'ai besoin d'un service de voiture pour me conduire à une adresse à Bellevue ce soir-là. Des plans pour le réveillon, mademoiselle Chen? Quelque chose comme ça. Je savais quelque chose que ma famille ignorait. L'indice des milliardaires de Bloomberg se met à jour en temps réel, mais il publie un classement complet de fin d'année à minuit GMT précise le 1er janvier, soit 16 h, heure du Pacifique, le 31 décembre. La mise à jour inclut des profils détaillés des nouveaux milliardaires, des changements de fortune significatifs, et une base de données consultable. Elle est reprise par tous les grands médias économiques en quelques minutes. La mise à jour de cette année serait particulièrement intéressante, car ma fortune avait considérablement augmenté au 4e trimestre. L'acquisition allemande, un nouveau contrat majeur avec Volkswagen, et une forte performance boursière avaient poussé ma fortune nette de 1,447 milliard à 2,13 milliards d'euros. Bloomberg m'avait contacté en novembre pour un commentaire. Je leur avais donné une brève déclaration et une photo professionnelle. Ils avaient mentionné que la mise à jour serait publiée le soir du Nouvel An. Je n'avais rien dit à ma famille. J'ai atterri à Seattle à 17 h 47 le 31 décembre.
Mon chauffeur, un professionnel du service que j'utilisais pour mes voyages d'affaires, m'a conduite directement au domaine de l'oncle Richard à Bellevue. Je portais ce que je portais toujours, une robe noire simple, des bijoux discrets, des talons bas. Ma seule concession à la tenue de soirée était que la robe était de créateur. Armani, 3400 €, mais elle ressemblait à quelque chose que j'aurais pu acheter chez Nordstrom pour 400 €. Je suis arrivé à 19h23. L'allée circulaire était bondée de véhicules de luxe, des Bentley, des Rolls-Royce, plusieurs Ferrari, une Lamborghini. J'ai demandé à mon chauffeur de se garer dans la rue. La maison était illuminée comme un palais. À travers les fenêtres, je pouvais voir au moins une centaine de personnes en tenue de soirée, les flûtes de champagne scintillant sous des lustres en cristal. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai sonné. L'assistante de l'oncle Richard, oui, il avait une assistante, a ouvert la porte. Votre nom? Maya Chen. Elle a consulté sa tablette, a froncé les sourcils. Je ne vous vois pas sur la liste des invités. Je suis la nièce de Richard. Oh. Son expression a viré à la confusion. Laissez-moi vérifier avec Monsieur Chen. Elle a disparu. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, observant la fête à l'intérieur. J'ai reconnu quelques visages des actualités économiques, le PDG d'une grande entreprise technologique, un éminent capital risqueur, plusieurs personnes dont les noms apparaissaient régulièrement dans Forbes. Oncle Richard est apparu, légèrement rougeaud, une flûte de champagne à la main. Maya? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens à ta fête du Nouvel An. Je pensais que ta mère avait dit que... Enfin, nous ne t'attendions pas, j'étais dans le quartier. J'ai franchi le seuil. Je devrais partir? Non, non, bien sûr que non. C'est juste que... C'est une foule de très haut niveau. Tu n'auras peut-être pas grand-chose en commun avec. Je m'en sortirai, ai-je dit, passant devant lui pour entrer dans le hall. La fête était exactement aussi prétentieuse que je l'avais imaginé, des groupes de personnes en tenue à plusieurs milliers de euros discutant de leur résidence secondaire et de leur portefeuille d'investissement. Quelqu'un parlait de son nouveau Gulfstream. Un autre se plaignait de la difficulté de trouver du bon personnel pour son yacht. J'ai pris une flûte de champagne d'un serveur qui passait et j'ai trouvé un coin tranquille. Jason m'a repéré le premier. Maya, qu'est-ce que tu fais ici? C'est une fête de famille. Ouais, mais... Il a baissé la voix. Maman a dit que tu ne venais pas. Cette foule est assez intimidante. Beaucoup de gros bonnets. Je vais essayer de suivre. J'ai souri. Tu avais l'air mal à l'aise. Écoute, ma petite amie Amber est là. Elle est vice-présidente dans une société de capital risque. Une femme très impressionnante. Peut-être ne mentionne pas le truc de la fabrication. C'est juste que... Cette foule ne comprend pas vraiment le travail manuel. Je ne suis pas une ouvrière. Tu vois ce que je veux dire. Les trucs d'usine. Juste. Reste vague, peut-être. Bien sûr, Jason, ai-je souri. Il m'a tapoté l'épaule et a disparu dans la foule. J'ai vérifié mon téléphone. 19h56, la mise à jour de Bloomberg serait publiée dans 8h04. La soirée s'est déroulée exactement comme maman l'avait prédit. J'étais invisible. Je suis resté dans les coins pendant que des gens importants discutaient de choses importantes. Personne ne m'a demandé qui j'étais. Quand je me joignais aux conversations, on m'écartait poliment une fois qu'ils réalisaient que je ne travaillais ni dans la tech, ni dans la finance, ni dans l'immobilier. Que faites-vous? M'a demandé un homme en smoking à 6 000 € vers 21h. Je dirige une entreprise de fournitures automobiles. Oh, comme. Un fournisseur de pièces? Oui. C'est intéressant. Il s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Avez-vous entendu parler de la nouvelle start-up de véhicules électriques qui vient de lever 400 millions d'euros? J'ai siroté mon champagne sans rien dire. À 22h30, l'oncle Richard a rassemblé tout le monde pour un toast. Il était dans son élément, des gens importants dans sa maison, toute l'attention sur lui. Je veux tous vous remercier d'être ici ce soir, a-t-il dit en levant son verre. Cette pièce est remplie des personnes les plus brillantes que je connaisse. Des entrepreneurs, des investisseurs, des leaders de l'industrie, des gens qui ont bâti des empires et changé le monde. À une autre année de succès. Tout le monde a applaudi. J'ai remarqué maman dans un coin, l'air ravi.
Jason était à côté de sa petite amie du capital risque, le torse bombé. Trevor, Vanessa et Blake se prélassaient dans la gloire reflétée des amis importants de leur père. Personne ne m'a regardé. À 23h45, je me suis approché du grand écran de télévision dans le salon de l'oncle Richard. Il était réglé sur la couverture du Nouvel An de CNN, bien que la plupart des gens l'ignoraient. J'ai de nouveau vérifié mon téléphone. 23h47, heure du Pacifique. La mise à jour de Bloomberg avait été publiée il y a 13 minutes. J'ai ouvert le site de Bloomberg sur mon téléphone. C'était là. Indice des milliardaires de Bloomberg, mise à jour de fin d'année 2025. J'ai cliqué sur la base de données consultable et j'ai tapé mon nom. Maya Chen. Fortune nette, 2,13 milliards d'euros. Source, fabrication automobile. Résidence, Seattle, Washington. Âge, 38 ans. Le profil incluait des détails sur l'introduction en bourse de Zenith Automotive, la croissance de nos revenus, ma participation de 51,7% et notre récente acquisition allemande. Il y avait la photo professionnelle que j'avais fournie, moi, dans mon bureau, avec la ligne d'horizon de Seattle derrière moi. J'ai fait une capture d'écran et j'ai attendu. 23h52, les gens commençaient à se rassembler autour de la télé pour le décompte. L'oncle Richard tenait le crachoir, le bras autour d'un gérant de fonds spéculatifs, expliquant son dernier coup immobilier. 23h56, Trevor est passé devant moi pour prendre une autre bouteille de champagne. Il ne m'a pas adressé un regard. 23h58. J'ai remarqué Amber, la petite amie de Jason, regardant son téléphone avec une expression étrange. Elle était vice-présidente dans une société de capital risque. Elle avait probablement des alertes Bloomberg. 23h59, 10. 9-8. La foule a commencé le décompte. Amber fixait son téléphone, puis moi, puis de nouveau son téléphone. Elle a attrapé le bras de Jason et lui a murmuré quelque chose d'urgent à l'oreille. 3-2. 1. Bonne année. Canon à confetti, bouchon de champagne qui saute, couple qui s'embrasse, acclamation, et la voix d'Amber qui perce le bruit, Jason. Jason, est-ce que ta sœur s'appelle Maya Chen? La pièce ne s'est pas tue immédiatement, mais plusieurs personnes près d'eux ont cessé de parler. Jason avait l'air confus. Ouais, pourquoi? La main d'Amber tremblait alors qu'elle levait son téléphone. Cette Maya Chen? Elle lui a montré son écran, le profil de milliardaire de Bloomberg, avec ma photo. Le visage de Jason est devenu blanc. Ce n'est pas, il m'a regardé de l'autre côté de la pièce. Ce n'est pas la même personne. C'est la même photo, a dit Amber à voix haute. Maya Chen, 38 ans, Seattle, fabrication automobile. Fortune nette, 2,13 milliards d'euros. De plus en plus de gens arrêtaient leur conversation maintenant. L'oncle Richard s'est frayé un chemin à travers la foule. De quoi parlez-vous? Amber lui a tourné son téléphone. Bloomberg vient de mettre à jour son indice des milliardaires. Maya Chen est classée numéro 847, avec une fortune de 2,13 milliards d'euros. L'oncle Richard a fixé l'écran, puis moi. C'est une autre Maya Chen. Il y a beaucoup de Chen. C'est la même personne, papa, a dit Trevor doucement. Il tenait son propre téléphone. Regarde la photo. C'est elle. La pièce était silencieuse maintenant, à l'exception de la télé, qui continuait de diffuser la couverture du Nouvel An. L'oncle Richard a lentement traversé la pièce vers moi. Maya? Salut, oncle Richard. Super fête. Ça dit que tu vaux plus de 2 milliards d'euros. 2,13 milliards à la clôture du marché d'hier. Probablement un peu plus maintenant avec les échanges après la clôture, mais Bloomberg ne mettra ça à jour que lundi. La voix de maman, aiguë et confuse, je ne comprends pas, je me suis tourné pour la regarder. Elle se tenait à côté de papa, tous deux me fixant comme si j'étais une étrangère. Tu as dit que tu travaillais dans une entreprise de pièces auto, a dit maman. C'est le cas. Elle m'appartient. Elle t'appartient? Je l'ai achetée il y a 12 ans. Nous sommes entrés en bourse il y a 5 ans. Zenith Automotive. Nous sommes le plus grand fournisseur indépendant de composants pour véhicules électriques en Amérique du Nord. J'ai pris une gorgée de champagne. Nous avons réalisé 1,3 milliard d'euros de revenus l'année dernière.
La capitalisation boursière est actuellement de 4,1 milliards. Je détiens 51,7% des actions. Silence complet. Puis la voix de Vanessa, en colère, tu nous as menti. Je n'ai menti sur rien. Vous n'avez jamais demandé. Tu nous as laissé croire que tu n'étais qu'une employée. Vous avez supposé que je n'étais qu'une employée. Il y a une différence. J'ai regardé autour de moi. Je vous ai dit que je travaillais dans la fabrication, que j'augmentais la capacité de production, que nous étions en croissance. Tout ce que j'ai dit était vrai. Vous ne vous êtes juste jamais assez soucié pour demander les détails. Jason s'est avancé. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je simplement demandé. Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille m'a demandé des nouvelles de mon travail pour la dernière fois? Vraiment demandé? Pas juste un ça va le boulot, par formalité avant de changer de sujet? Personne n'a répondu. Je vais vous le dire, ai-je continué. Jamais. Parce que pour vous, la fabrication n'est pas impressionnante. L'ingénierie n'est pas stratégique. Construire des choses avec ses mains ne vaut pas la peine d'être discuté quand on peut parler d'affaires immobilières, de vente de technologie et de capital risque. Le visage de l'oncle Richard était rouge. Ce n'est pas juste. Ah non? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as dit de ne pas rester coincé à l'usine. Tu m'as suggéré de me reconvertir dans la gestion immobilière parce que ça rapporte mieux. Sais-tu même ce que fait Zenith Automotive? Ce que nous fabriquons? Il n'a rien dit. Nous fabriquons les systèmes de gestion thermique pour 40% des véhicules électriques produits en Amérique du Nord. Nous détenons 37 brevets. Nous employons 4600 personnes dans 11 usines. J'ai acquis 6 entreprises plus petites au cours des 3 dernières années. Nous nous étendons en Europe et en Asie. J'ai fait une pause. Et oui, oncle Richard, ça rapporte mieux que la gestion immobilière. Considérablement mieux. Le gérant de fonds spéculatifs avec qui l'oncle Richard parlait plus tôt s'est avancé, la main tendue. Mademoiselle Chen, je suis David Rothstein. Rothstein Capital. J'essaie d'obtenir un rendez-vous avec vous depuis 6 mois. Je lui ai serré la main. Monsieur Rothstein, votre équipe nous a contactés au sujet de l'acquisition allemande. Nous avons préféré Deutsche Bank, mais j'ai apprécié votre proposition. Oui. Il avait l'air stupéfait. Je n'avais aucune idée que vous étiez la nièce de Richard. Pourquoi l'auriez-vous su? J'ai souri. Ce n'est pas pertinent pour les affaires. Une femme dans une superbe robe rouge s'est approchée. Je l'ai reconnue, la PDG d'une grande entreprise technologique, valant elle-même environ 800 millions d'euros. Zenith Automotive. C'est vous qui avez décroché le contrat avec Volkswagen. Nous avons signé un accord de 940 millions d'euros sur 7 ans le trimestre dernier, oui. Mon entreprise utilise vos composants électroniques de puissance dans nos véhicules de livraison. Une qualité exceptionnelle. Elle a levé son verre vers moi. Vous avez bâti quelque chose de remarquable. Merci. L'oncle Richard avait l'air sur le point de s'évanouir. Tu vaux plus que moi. Pas mal plus, en fait. Maman s'est assise lourdement sur un canapé. Je t'ai dit de ne pas venir parce que tu te sentirais mal à l'aise avec des milliardaires. Je sais, maman. Tu es une milliardaire. Oui. Depuis quand? Depuis l'introduction en bourse il y a 5 ans. J'ai oscillé entre 1,4 et 2,2 milliards, selon la performance de l'action. Papa a finalement parlé, sa voix basse. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je l'ai regardé un long moment. M'auriez-vous cru? Ou auriez-vous pensé que j'exagérais, que je me faisais paraître plus importante que je ne l'étais? J'ai posé ma flûte de champagne. Vous avez passé toute ma vie d'adulte à être plus impressionné par les quotas de vente de Jason que par tout ce que j'ai accompli. Vous avez passé chaque réunion de famille à célébrer les centres commerciaux de l'oncle Richard et les projets de développement médiocres de Trevor. Vous ne m'avez jamais, pas une seule fois, demandé d'expliquer ce que je fais réellement. Pas une seule fois. Ce n'est pas vrai, a commencé maman. Maman, tu m'as dit de ne pas venir ce soir parce que je me sentirais mal à l'aise avec des gens qui ont réussi. J'ai laissé cela s'imprégner. J'ai passé la soirée à être ignoré par des gens qui auraient tué pour une introduction s'ils avaient su qui j'étais. J'ai regardé l'oncle Richard se vanter de son portefeuille immobilier devant une salle pleine de gens, dont la moitié valent plus que lui.
J'ai écouté Trevor parler de son affaire de développement de 50 millions d'euros comme si c'était un exploit majeur. J'ai fait une pause. J'ai acquis une entreprise pour 340 millions d'euros le mois dernier. Ça a à peine fait les gros titres parce que c'est juste une affaire normale pour nous maintenant. Le visage de Trevor était écarlate. Tu essaies juste de nous embarrasser. Non, Trevor. J'essaie de vous faire comprendre que vous vous êtes embarrassé vous-même, vous tous, en supposant que le seul type de succès digne d'intérêt est le succès bruyant, le succès tape à accent grave l'œil, celui qui vient avec des voitures chères, de grandes maisons et des vantardises constantes. La petite amie de Jason, Amber, fixait toujours son téléphone. Forbes a un article de l'année dernière, La milliardaire secrète, comment Maya Chen a bâti un empire de véhicules électriques en silence. Il y a tout un portrait. Je peux voir ça, a demandé l'oncle Richard. Elle lui a tendu son téléphone. Il a lu en silence. Son visage est passé par plusieurs expressions, le choc, l'incrédulité, quelque chose qui aurait pu être de la honte. Ça dit que tu as remboursé 223 millions d'euros de dette en 7 ans, a-t-il dit doucement. 5 ans, en fait. Nous étions en avance sur le calendrier. Ça dit que tu as pris toutes tes économies, 340 000 euros, et que tu les as utilisées comme garantie pour un rachat par effet de levier. C'est exact. C'est de la folie. C'est. Il a levé les yeux vers moi. C'est le coup d'affaires le plus audacieux dont j'ai jamais entendu parler. Je connaissais la valeur de l'entreprise. Je connaissais l'opportunité du marché. Je savais que je pouvais exécuter. Et tu as fait tout ça sans rien dire à personne, sans demander d'aide? À qui aurais-je demandé, ai-je simplement dit. À toi. Tu pensais que je perdais mon temps dans la fabrication. Tu m'as dit de me lancer dans l'immobilier. Si j'étais venu te voir il y a 12 ans en te disant que je voulais acheter mon entreprise pour 247 millions d'euros, tu aurais ri. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Tu as raison. J'aurais ri. Maman pleurait maintenant. Je suis tellement désolé, Maya. Je suis tellement désolé que nous n'ayons pas vu. Ce n'est rien, maman. Ce n'est pas rien. Elle s'est levée, s'est approchée de moi, m'a pris les mains. Ma fille est une milliardaire. Ma fille a bâti une entreprise à partir de rien. Ma fille est brillante et a réussi, et je lui ai dit de ne pas venir à une fête parce que je pensais qu'elle n'était pas assez bien. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. J'ai serré doucement ses mains. Tu pensais me protéger. Je comprends. J'aurais dû demander. J'aurais dû m'en soucier. J'aurais dû. Elle s'est interrompue, toujours en pleurs. Papa s'est approché lentement. L'article de Bloomberg mentionne que tu as donné 127 millions d'euros à des œuvres de charité au cours des 3 dernières années. 134 millions au total. Des bourses d'études en ingénierie, principalement. Quelques programmes de développement de la main-d'œuvre manufacturière. Tu as donné plus d'argent que je n'en gagnerai de toute ma vie. Probablement, oui. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Je suis ton père. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû. Maya, je suis tellement désolé. Dans la pièce, les conversations reprenaient, mais elles étaient différentes maintenant. Les gens consultaient des articles sur Zenith Automotive sur leur téléphone. La PDG qui avait complimenté mes composants parlait à quelqu'un de notre qualité de fabrication. David Rothstein discutait de notre performance boursière avec un autre investisseur. L'oncle Richard se tenait au centre de son propre salon, l'air perdu. Je pensais que c'était moi qui avais réussi dans la famille. Tu as réussi, oncle Richard. Tu as bâti une belle entreprise. Tu devrais en être fier. Mais tu vaux plus. Oui, mais cela ne diminue pas ce que tu as accompli. Tu as juste passé les 12 dernières années à me traiter comme une quantité négligeable parce que mon succès était plus discret que le tien. Il n'a rien trouvé à répondre à cela. À minuit 47, l'article de Bloomberg avait été repris par CNN Business, CNBC, Forbes et le Wall Street Journal. La milliardaire secrète de Seattle révélée était en tendance sur le Twitter financier. Mon téléphone a commencé à sonner, mon équipe de relations publiques, mon PDG, le président de mon conseil d'administration, voulant savoir si j'avais besoin de soutien avec cette attention médiatique soudaine. Je suis sorti sur la terrasse arrière de l'oncle Richard pour prendre les appels. Le jardin était magnifiquement aménagé,
éclairé par un éclairage de chemin de bon goût. À travers les fenêtres, je pouvais voir la fête continuer, mais la dynamique avait complètement changé. Les gens n'arrêtaient pas de me jeter des regards, de chuchoter. Plusieurs invités avaient demandé à Jason et Trevor de me les présenter. Quand je suis rentré à 1h15, un petit groupe s'était formé autour de maman et papa. Les gens leur posaient des questions sur moi, sur mon enfance, sur la façon dont ils avaient élevé une fille si brillante. Maman rayonnait, racontant des histoires que j'avais oubliées. Maya a toujours été si concentrée. Même petite, elle passait des heures à démonter des machines pour voir comment elles fonctionnaient. Jason s'est approché de moi avec précaution. Amber veut s'excuser de ne pas t'avoir reconnu plus tôt. Il n'y a aucune raison de s'excuser. Elle ne savait pas, elle se sent très mal. Son cabinet a essayé d'obtenir un rendez-vous avec toi l'année dernière, pour ce tour de financement de série C pour la start-up de batterie. Je me souviens. Nous avons refusé. Leur technologie n'était pas assez différenciée. Ils ont fait faillite 6 mois plus tard. Je sais. Il m'a dévisagé. Tu es vraiment doué pour ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Les affaires. Construire des choses. Tu n'as pas juste eu de la chance. Tu es vraiment brillante dans ce que tu fais. Je travaille dur. Je comprends l'industrie. Je prends de bonnes décisions la plupart du temps. La plupart des milliardaires ont hérité de leur fortune ou ont eu un coup de chance. Toi, tu as construit ça toi-même, à partir de rien. Il a secoué la tête. J'ai été un. Oui, tu l'as été. Il a ri, surpris. Tu ne vas pas me faciliter la tâche. Pourquoi le devrais-je? Mais j'ai souri légèrement. Jason, je n'ai pas besoin que tu rampes. J'ai besoin que tu comprennes que le succès prend de nombreuses formes. Parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est la plus accomplie. Compris. Il a fait une pause. Je peux t'inviter à déjeuner la semaine prochaine? Pour te poser des questions sur ton travail. En tant que ton frère, pas comme quelqu'un qui essaie de réseauter. J'aimerais beaucoup. J'ai quitté la fête de l'oncle Richard à 2h30 du matin. En sortant, au moins 15 personnes m'ont demandé mes coordonnées. J'ai poliment refusé la plupart d'entre elles et les ai renvoyées à mon assistant. Le lendemain matin, le jour de l'an, mon téléphone a explosé de messages. Oncle Richard, Maya, je te dois de sincères excuses. Peut-on prendre un café? J'aimerais comprendre ce que tu as bâti. Vraiment le comprendre. Trevor, j'ai lu des articles sur Zénith toute la matinée. Ce que tu as accompli est extraordinaire. Je suis désolé de ne jamais t'avoir posé de questions sur ton travail. Vanessa, j'ai vu l'article de Forbes de l'année dernière. La façon dont tu as redressé cette entreprise en difficulté est incroyable. Pouvons-nous parler? J'adorerais entendre la vraie histoire. Blake, je n'en avais aucune idée. Aucun de nous. C'est de notre faute, pas de la tienne. Je suis désolé que nous ayons été si aveugles. Maman a appelé à 10h47. Ma chérie, je n'ai pas pu dormir. J'ai passé toute la nuit à lire des articles sur toi, sur ton entreprise, sur ce que tu as construit. Elle pleurait à nouveau. Je suis si fier de toi, et j'ai tellement honte qu'il ait fallu un article de Bloomberg pour que je voie ce qui était juste devant moi. Maman, non. Non, laisse-moi dire ça. Tu es brillante. Tu as réussi. Tu as bâti quelque chose de remarquable. Et j'ai passé des années à traiter ton travail comme un passe-temps, comparé au boulot de vendeur de Jason. J'ai été une mère terrible. Tu n'as pas été terrible. Tu étais juste concentré sur les mauvaises choses. C'est la même chose que d'être terrible. Elle a pris une inspiration tremblante. Peux-tu me pardonner? Il n'y a rien à pardonner. Vous ne saviez pas parce que je ne vous ai rien dit. J'aurais dû demander. C'est ça, le problème. J'aurais dû me soucier assez pour demander. Nous avons parlé pendant 1 heure. Vraiment parlé. J'ai expliqué le rachat par effet de levier, les années de travail acharné, les décisions stratégiques qui avaient porté leurs fruits, les risques qui m'avaient empêché de dormir. Elle a écouté chaque mot. Tu vas être insupportable maintenant, n'est-ce pas? Ai-je demandé alors que nous terminions. Tu vas dire à tout le monde que ta fille est une milliardaire? Absolument, a-t-elle ri à travers ses larmes.
j'ai gagné le droit de me vanter après l'avoir manqué pendant 12 ans. Le 2 janvier, j'ai déjeuné avec maman comme prévu. Juste nous deux. Nous avons parlé des plans d'expansion de Zénith, de mes objectifs pour l'entreprise, des défis d'être la PDG d'une société cotée en bourse. Elle a posé de vraies questions. Elle a pris des notes. Elle voulait comprendre. Le 15 janvier, l'oncle Richard est venu visiter le siège de Zénith. Je lui ai fait faire une visite complète, l'atelier de fabrication, les laboratoires de R&D, les systèmes de contrôle qualité. Il a posé des questions intelligentes. Il était sincèrement impressionné, pas seulement par l'argent, mais par ce que nous avions bâti. Je suis dans les affaires depuis 40 ans, a-t-il dit alors que nous nous tenions devant un mur affichant nos brevets. Je pensais comprendre le succès. Mais ça. Ce que tu as bâti. C'est à un autre niveau. Un autre niveau, ai-je corrigé. Pas meilleur ou moins bon, juste différent. Non, Maya, c'est meilleur. Tu as bâti quelque chose qui compte, qui emploie des milliers de personnes, qui stimule l'innovation dans une industrie qui change le monde. Il m'a regardé. J'ai perdu 12 ans à te mépriser parce que j'étais trop arrogant pour voir au-delà de ma propre définition du succès. Février a apporté des dîners de famille avec une nouvelle dynamique. Les gens me posaient des questions sur mon travail. Vraiment. Ils voulaient entendre parler du contrat Volkswagen, de l'acquisition allemande, de nos plans d'expansion en Asie. Jason a amené Amber à plusieurs dîners. Lui et moi sommes devenus amis. Sa société de capital risque s'est finalement associée à Zénith pour une start-up de technologie de batterie dans laquelle nous investissions. Une bonne affaire pour nous deux. Trevor a commencé à me demander des conseils en affaires, pas pour réseauter, pas pour m'utiliser, juste parce qu'il voulait sincèrement apprendre de quelqu'un qui avait bâti quelque chose à partir de rien. Papa a encadré l'article de Bloomberg et l'a accroché dans son bureau. Fier de ma fille, disait-il à tous ceux qui lui rendaient visite. Maman a créé un fonds de bourse d'études pour les femmes en ingénierie à mon nom. Elle l'a doté de 50 000 € de son propre argent. J'ai ajouté 5 millions. L'attention des médias a fini par se calmer, ce que j'ai apprécié. J'ai repris la direction de mon entreprise, ce qui m'importait vraiment. Mais la dynamique familiale n'est jamais revenue à ce qu'elle était. En juin, l'oncle Richard m'a invité à son club de yacht pour le déjeuner. Certaines personnes du Nouvel An seront là, m'a-t-il prévenu. Ça ne te dérange pas? C'est bon. Nous sommes arrivés pour trouver un petit rassemblement sur le pont surplombant l'eau, le gérant de fonds spéculatifs, le PDG de la tech, quelques capital risqueurs que j'avais rencontrés ce soir-là. David Rothstein s'est levé quand je suis arrivé. J'essaie d'obtenir un autre rendez-vous avec vous depuis des mois. Votre assistant a prévu quelque chose pour juillet, ai-je dit en lui serrant la main. Dans 3 mois. Votre équipe protège très bien votre temps. Je dirige une entreprise de 4,1 milliards d'euros. Mon temps est limité. Il a ri. C'est juste. Le PDG de la tech m'a pris à part. Je voulais vous remercier. Les composants que nous recevons de Zénith sont impeccables. Notre production de véhicules a augmenté de 19% depuis que nous avons changé de fournisseur. C'est une bonne nouvelle. La qualité est primordiale. Je le dis à tous ceux qui veulent l'entendre. Vous avez bâti quelque chose de spécial. L'oncle Richard m'a trouvé à la fin du déjeuner. C'est surréaliste. Tu es la personne la plus importante ici. Je suis juste moi, oncle Richard. J'ai toujours été juste moi. Tu ne l'avais juste pas remarqué. Il a souri tristement. Je l'avais remarqué. Je ne comprenais juste pas. Il y a une différence. En rentrant chez moi ce soir-là, toujours dans ma Honda, que je gardais pour des raisons sentimentales, bien que possédant désormais une Tesla et une Porsche que je conduisais rarement, j'ai repensé au texto de maman du 29 décembre, le réveillon du Nouvel An est réservé aux grosses fortunes. Tu ne serais pas à ta place. Elle avait raison, d'une certaine manière. Je ne m'étais pas senti à ma place. Non pas parce que je n'étais pas assez riche, mais parce que j'avais passé 12 ans à être invisible pour des gens qui auraient dû me voir. À être méprisé par des gens qui auraient dû me célébrer. À être traité comme inférieur par ceux-là même qui auraient dû savoir mieux que quiconque. L'article de Bloomberg n'avait pas changé qui j'étais. J'étais toujours la même personne qui avait passé des années à construire quelque chose de significatif en silence. Mais il avait changé la façon dont il me voyait. Et ça,
ai-je réalisé en arrivant dans mon allée avec vue sur l'eau, c'était le vrai triomphe. Pas les milliards, pas la reconnaissance, mais forcer les gens qui m'avaient méprisé à voir, enfin, ceux qui avaient toujours été là.